Le titre de départ, c'était Islamistes et sécularistes. Non, oui, le clivage islamiste-séculariste est-il de l'histoire ancienne? Quelque chose de ce genre. Quoi. Et Hichem donc a complexifié en disant séculier ou séculariste. Donc, voilà. Et en disant des clivages mobiles, donc du genre c'est quelque chose qui monte, qui descend, qui change selon les circonstances. Ben, en fait, bon, pour ceux, je sais pas, je me présente rapidement, donc j'ai fait un doctorat, tout ça, de 2003 à 2009, qui s'appelait S'engager en régime autoritaire, gauchiste et islamiste dans la Tunisie indépendante, où il y avait M. Sami Marguerite, il a voulu me casser, mais finalement c'est pas cassé. Et depuis... La bouteille, non. Ah oui, oui. Et donc depuis 2011, je suis ici. Donc voilà, j'ai suivi en 2009 et depuis 2011, je suis avec une ONG. Donc je suis représentant d'une ONG qui s'appelle Crisis Group. Donc je ne sais pas si vous connaissez International Crisis Group, qui est une ONG. Donc c'est pas l'académique. Donc j'ai quitté en gros le monde académique stricto sensu, quoi. C'est-à-dire j'utilise effectivement toutes les disciplines, hein, toutes les humanités, etc. Toutes ces disciplines-là. Mais je ne suis pas dans une discipline pour la simple et bonne raison, je ne suis pas dans l'académique, puisqu'il y a un enjeu de connaissance, c'est-à-dire qu'on a une connaissance qui est censée être pratique, c'est-à-dire on a un objectif, avec un agenda. L'agenda, c'est d'éviter les conflits meurtriers dans les endroits où on est. Donc en fait, à chaque fois que j'analyse des choses, que j'analyse ce qui se passe en Tunisie, que je discute avec des gens, j'ai toujours ça dans ma tête, l'objectif de tout ce savoir, de toute cette connaissance, ces analyses, c'est d'essayer d'éviter que les choses dégénèrent. Donc, quand on est dans cet état d'esprit, on a souvent tendance à penser que les choses vont dégénérer. C'est un peu un carburant, si vous voulez, une motivation personnelle aussi pour comprendre. Et surtout en Tunisie, on est servi, puisqu'on a quasiment une mise en scène, une théâtralisation de l'apocalypse à chaque fois qu'il y a des événements qui se produisent dans le soubassement social. Il y a le dialogue national, par exemple, le dialogue national, c'était grandiloquent quand on est à cette période. On avait des personnes qui disaient c'est fini, c'est une catastrophe, le dialogue national a échoué, enfin, on était à deux doigts de penser que ça allait finir comme l'Égypte, etc. Donc c'est très stimulant. Et ça permet aussi de confronter un savoir qui est assez... Je ne veux pas faire une opposition théorique et pratique, c'est pas ça. Mais à l'époque, sous Ben Ali, c'était difficile d'avoir accès à beaucoup d'informations. Et là, en tant qu'ingénieur, on a accès à beaucoup plus d'informations, on a accès aux décideurs, vraiment, aux décideurs, quoi. Donc c'est vraiment super de voir la politique qui est en train de se faire. Et surtout quand au départ, on a eu un background un peu plus théorique, historique sur le pays, et puis en termes de sciences sociales. Donc l'idée séculariste islamiste, ça m'embête un peu, parce que c'est un sujet qui est très grave en fait, qui est très névrotique. Vraiment, non, c'est très très névrotique. Et je crois que personne arrive, c'est vraiment très difficile de prendre vraiment du recul, quoi, et d'envoyer les deux dos à dos, sans se situer même inconsciemment dedans. C'est très rare, mais tous les analystes que je vois, les intellectuels, ce que vous voulez, français, tunisiens, n'importe, surtout tunisiens, c'est très rare quelqu'un qui ne penche pas d'un côté comme de l'autre. Il n'y a que aussi Nabessi qui ne pense pas, en fait, qui a une distance de tous les partis. Mais aussi Nabessi, en fait. En dehors de ça, c'est très difficile parce que pour la simple raison que c'est l'équipage qui renvoie une histoire aussi profonde, qui renvoie l'histoire aussi des acteurs. Donc beaucoup de gens qui sont ici, qui ont connu l'université dans les années 70, dans les années 80, etc. Et c'est quelque chose de complexe et qui renvoie à des clivages qui sont beaucoup plus profonds et qui n'ont pas été réglés à mon sens. Donc je sais que ça me coupe beaucoup émotionnellement à chaque fois que je dis ça en Tunisie, mais il y a des clivages identitaires, il y a des clivages régionaux, il y a des clivages qui sont plus importants que celui d'islamisme et anti-islamisme ou séculariste, et qui en fait le clivage, dans mon sens, islamiste-séculariste, c'est un faux clivage en fait. À la base, c'est une question, et ça c'est une grande ligne que j'avais défendue dans ma thèse, c'était de dire que c'est une question de renouvellement des élites, en fait, sur le modèle turc. C'est-à-dire en Turquie, on a eu affaire à deux disons, élites. C'est en sociologie des élites, on dit élite, tout le temps comme ça. C'est-à-dire qu'on avait une élite beaucoup plus de l'héritage kémaliste, si vous voulez, kémaliste, et de l'autre côté, des personnes qui ont commencé leur mobilité sociale, en fait, ascendante, en Anatolie centrale, du côté de l'Anatolie centrale, et qui n'avaient pas les mêmes codes, la même vision, la même manière d'être que ces élites kémalistes, et qui se sont heurtées à elles à un moment donné. Et ça a pris du temps, et ces gens-là se sont retrouvés, donc une nouvelle génération se sont retrouvés beaucoup plus proches de l'AKP. Et il y a eu une lutte pendant peut-être 10-15 ans, même 20 ans, pour arriver à un compromis. Et maintenant, on arrive à un stade où on commence à avoir, on a des tendances hégémoniques de part en part.
Et on a pour l'instant l'élite anatolienne qui semble avoir réussi son accès à l'élite gouvernante et aux élites économiques, etc. Et à mon sens, donc, à travers la Tunisie, à travers l'histoire du développement de l'islamisme de type, je dirais, post-Deuxième Guerre mondiale, ou plutôt post-67, c'est-à-dire post de la défaite de la guerre des 6 jours. C'est dans ce sens-là que je parle. Je ne parle pas de la Narda du 19e siècle, ou de même des frères musulmans des années 20, des années 30, qui sont ancrés dans l'héritage du mouvement national égyptien, etc. Je parle de cet islamisme qui s'est développé comme produit de l'échec, en fait, de toutes les idéologies alternatives, c'est-à-dire le nationalisme arabe, le socialisme, le communisme, et qui a trouvé un peu, disons, une espèce de bol d'air après, finalement, 67, c'était le moment de la désillusion, avec la fin du développementalisme, en fait, cette décennie où on pensait que le monde arabe allait être comme la Californie, etc. Et aussi, effectivement, l'arrivée de la perestroïka, c'est-à-dire la fin, finalement, dans un sens du dit communisme, hein, c'est-à-dire de l'industrialisme d'État, je ne dirais pas capitalisme d'État, industrialisme d'État autoritaire, et aussi la fin du mouvement de libération nationaux, aussi la révolution iranienne, de l'autre côté, et puis l'invasion de l'Afghanistan, etc., par l'Union soviétique. Et c'est quelque chose qui s'est imposé petit à petit, surtout au début des années 80, disons dans la région, comme une forme de théologisation du programme du mouvement national. C'est quelque chose qui est clair en Algérie, où on a par exemple les islamistes algériens qui ont repris la plateforme du FLN en rajoutant des termes théologiques. Ça s'est imposé de cette manière-là. Au début des années 80, c'était encore dans l'inertie du mouvement de libération nationale, toujours avec, alors on changeait les termes, au lieu de colons, c'était mécréants, au lieu de ça mais c'était à peu près la même chose. Et ça a pris effectivement des spécificités selon les sociétés où ça s'est développé. En Tunisie, ça a été une particularité. Et l'islamisme tunisien, représenté par Marva, qu'on le veuille ou non, c'est quelque chose qui a eu une influence même sur l'Organisation internationale des oulémas, la confrérie en Égypte, etc., et qui apparaît comme le plus révisionniste pour les frères musulmans. C'est ça, si vous voulez, c'est le Bernstein de l'islamisme. Voilà, il reste quand même, qu'on le veuille ou non, il reste quand même l'islamiste. Pour nous. Oui, heureusement, oui, mais c'est la Tunisie qui l'a rendu. C'est la Tunisie qui l'a rendu comme ça, puis c'est effectivement ce double mouvement, un double mouvement de volonté d'adaptation à des règles du jeu qui sont fixées par l'autoritarisme, donc cette adaptation, et en même temps une réflexion héritière qu'on veut le nom du champ d'expérience de la société tunisienne. Ça c'est clair. Donc on a ça. Mais ce qui me gêne, c'est que comment dirais-je, le dépassement de ce clivage, à mon sens, c'est quelque chose qui est nécessaire pour qu'en gros les choses se calment. C'est-à-dire qu'il faudra un autre clivage, mais qui ne sera pas basé sur l'islamisme, ou anti-islamiste, ou séculariste, etc., mais qui soit basé sur quelque chose d'autre. C'est-à-dire que quand si Narda réussit à faire son aggiornamento, c'est-à-dire sa mise à jour, sa véritable mise à jour doctrinale, pas simplement la mise à jour doctrinale de ses dirigeants, etc., la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui va leur rester à ce moment-là. Et s'ils arrivent à avoir quelque chose, eux, de leur côté, et que la gauche, entre guillemets, ou plutôt qu'ils arrivent à avoir un autre mouvement de l'autre côté, parce que pour l'instant, qu'est-ce qu'on a? On a des groupes de gauche un peu partout, des fronts à géométrie variable, on a des leaders, on ne sait pas, vous voyez, il y a une mouvance nestorienne qui essaie d'avoir une identité, mais si de l'autre côté, il y a quelque chose d'autre qui se fonde aussi, qui se forme, et qui a autre chose que le sécularisme, qui est aussi calqué quand même sur un imaginaire du 19e siècle, etc., où on a la lutte contre contre le parti de l'ordre, contre la Troisième République, etc., et qui est réactivé aussi par rapport à l'expérience universitaire des années 70, où pour le coup, on avait des vrais fascistes, des islamo-fascistes qui étaient des briseurs de grève, et avec effectivement ce qui s'est passé en Afghanistan, etc., un imaginaire qui donne de la part de beaucoup d'intellectuels tunisiens une perception, je ne dirais pas dogmatique, mais figée de ce que peut représenter cet islamisme en Tunisie. Je me rappelle, quand je rencontre surtout des sécuritaires, je leur explique cette chose, je leur dis écoutez, parce que moi je fais partie de ceux qui pensent qu'il peut évoluer, qu'il peut changer vraiment. Il a commencé à le faire depuis longtemps et il peut et il doit évoluer. Les sécuritaires, par exemple, je dis toujours cette chose-là, je discute donc voilà, des gens qui sont dans la sécurité,
de l'époque de Bourguiba, qui sont peut-être qui ont des fonctions, etc., et tout ça. Et je me dis, voilà, les islamistes, je dis, pourquoi, regardez, vous prenez des gens qui étaient maoïstes dans les années 70, maoïstes, quand même, Michel, maoïste, c'est quand même quelque chose de chaud. Il faut se remémorer. Si je veux dire, nous, notre génération, moi je suis né en 77, bon, j'ai connu des hauts chauds, etc., j'ai été un peu élevé dans ce gauchiste, mais c'est chaud quand même, hein, oh, quoi. L'ennemi ne périt pas de lui-même, quoi. C'est quand même violent, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Bon, c'est quand même quelque chose. Et qui sont devenus, et qui ont vraiment cru à la démocratie. Mais vraiment, le droit de l'homme, c'est la bourgeoisie, Carter, etc., les droits de l'homme, voilà. Et tout d'un coup, qui y croyaient, qui sont devenus comme ça. Alors je me dis, mais pourquoi des gens comme ça, je sais pas, ils sont devenus démocrates, ils croient vraiment à ça, à la démocratie, il y en a. Et pourquoi les islamistes, ce ne serait pas pareil? Et on me répond, c'est la religion. Et là, je dis, bon, la religion, d'accord. Après, quand on me met sur le terrain théologique, là, effectivement, je ne peux plus rien dire. Je suis très mauvais en théologie, à part Spinoza, je ne connais pas grand-chose. Et donc, le truc, c'est que je me dis, ok, donc on ne peut pas quand même essentialiser un mouvement politique en disant qu'il échappe à la voie universelle, à un fonctionnement quasiment universel de tous les mouvements politiques sous prétexte qu'il a des concepts théologiques. Je reviens à Cyrano, je ne sais pas, je suis tombé sur ce texte il n'y a pas longtemps de Cyrano, je crois que ça s'appelle, en 1980, qui s'appelle Sécularisation et religion politique. Et il reprend, voilà, c'est un bouquin qui est hyper rare, il est sur Google Books, Sécularisation et religion politique. Qui Cyrano, je crois qu'il s'appelle, je ne sais pas qui c'est devenu celui-là, c'est un historien, je crois. Il est français, Et il rappelle Raymond Aron, en fait, en 1944, je crois, il parle d'une conférence de Raymond Aron, où en fait, il a toute une dissertation sur les religions séculières. Il définit le socialisme et toutes ces choses-là comme des religions séculières, et le Cyrano explique en quoi le communisme, le socialisme, il explique toutes ces choses-là, c'est quelque chose, alors il explique en quoi les racines déjà judéo-chrétiennes, après les Lumières, enfin des choses comme ça, comment on a ramené Dieu sur terre et toutes ces choses, et en même temps, comment les militants eux-mêmes, il y a quelque chose qui est sacré, il y a un truc de sacré, et puis l'image qu'ils en ont, il dit, elle a absolument rien, et rien envier à une religion ou une forme d'église, dans les rituels, dans les manières d'être, etc. Mais ça, on l'a perdu de vue. On l'a perdu de vue puisque ces idéologies, la force mobilisatrice, la force de la croyance idéologique, autre que, par exemple, l'islamisme, des choses comme ça, a diminué. Je veux dire, elle a diminué, mais pour moi, il n'y a aucune différence. Même que ça s'appelle à n'importe quoi, il n'y a aucune différence. Je pense que c'est ça. Donc c'est pour ça que ça peut évoluer. Mais la chose qui peut empêcher que ça évolue, c'est le contexte international. Et ça, c'est important. Parce que, quand on regarde les transitions démocratiques, les compromis historiques, voilà, je ne demande pas ce mot ONG, je veux dire les compromis historiques qui ont eu lieu, etc. Europe de l'Est, c'est-à-dire alors que Europe de l'Est, Espagne, on commence par l'Espagne, l'Amérique latine, etc. Les ennemis à ce moment-là, les ennemis de l'État, c'était les communistes. Bon, on avait les indépendantistes en Espagne, les Basques, les Canaries, etc. Et les communistes. Et en fait, quand ça a marché, à deux périodes, ça a marché. Ça a marché au moment de la perestroïka et à la chute du mur de Berlin. Et là, en Tunisie, on est dans la même manière, dans le même type de compromis, dans la même négociation entre élites, etc., pour arriver à ce compromis historique, et en même temps, on a un phénomène qui s'appelle Daesh, au Moyen-Orient. Donc, je me mets à la place du militant, par exemple, du gars de Narda, de Ranouchi, qui a le choix entre ou devenir marzénisé comme le Hamas algérien, hein, ou le PJD marocain, c'est ce qu'il voulait d'ailleurs dans les années 2000, mais parce qu'il y avait Ben Ali. Mais il était d'accord sur ça. Il se retrouve donc dans ce fait d'être marzénisé. Mais s'il est marzénisé, il perd toute influence de cadrage et comment dirais-je, de cadrage d'un mouvement islamiste plus radical qui existe en Tunisie, qui n'est pas organisé en tant que tel, mais qui existe. Il y a des sympathies populaires pour ce qu'on appelle Daesh, qui n'est pas forcément des islamistes les plus djihadistes ou les plus croyants, qui est aussi certains qui sont des nationalistes arabes un peu théologisés dans le sud du pays, des kadhafistes, tout ce que vous voulez, il n'y a qu'à voir ce que c'est Daesh, et aussi des gens qui y croient. Et donc, ils se retrouvent à être obligés de faire l'entre-deux, exactement comme au début de la Troisième Internationale, ou des choses comme ça, je parlais tout à l'heure en rigolant de Kautsky et Bernstein, ou même les socialistes français, ils étaient toujours obligés de jouer les deux, d'être super habiles en congrès, de ne pas se couper de leur base, etc., et finalement d'arriver à un quadruple des discours. La différence, c'est ce qui se passe dans la société, les institutions, le travail institutionnel qui est fait, la manière dont le compromis historique n'est pas quelque chose qui passe dans les esprits,
mais c'est quelque chose qui passe à travers les nouvelles institutions qui sont créées et qui le forcent finalement à se faire. Je ne parle pas de consensus jeune, je parle de compromis historique. Mais on n'aura jamais. Je vais vous dire quelque chose. Je parlais à justement quelqu'un qui est proche de Narda, et je vais vous dire, je lui pose cette question. Je lui dis, écoute, voilà, il y a un problème. Je lui dis, moi, par exemple, je connais les gens de gauche, je suis ami avec plein de gens de gauche, d'extrême gauche et tout, etc. Des gens de tout ce que tu veux, ce que vous appelez l'ancien régime, ou des choses comme ça, tu vois. Et je connais aussi, voilà, beaucoup d'islamistes et tout. J'ai la chance d'accéder à tout le monde et d'essayer d'analyser vraiment de la manière la plus objective. À chaque fois que je discute avec eux, même en ce moment je travaille sur la réforme du ministère de l'Intérieur, et même là-dedans c'est présent. Il y a toujours ce truc-là qui consiste à dire, voilà, tant que l'islam politique existera, tant que l'islamisme sera là, tant qu'il y aura ça, on ne pourra jamais finalement être tranquille. Il y a quelque chose qui se passe. Je lui dis comme ça, alors je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup ont espoir que Narda évolue, encore plus, que Narda change son nom, change le mouvement, etc., s'appelle carrément autre chose, et tout, que Ranouchi, alors je dis, qu'est-ce qu'il peut faire de plus, et tout, et encore pour évoluer? Est-ce que la gauche aussi, de leur côté, doit évoluer, etc. Parce que ça serait important d'arriver au moins à un compromis dans les têtes, dans les cerveaux. Et il me dit, écoute, je vais vous dire ce qu'il me dit. Il me dit, si tu vois Ranouchi torse nu en short sur l'avenue Ardi Bourguiba avec une cigarette, eh ben, les gens de gauche, ils vont dire qu'en fait, il est encore plus dangereux que dans les années 70. Je dis, comment ça? Je dis, c'est la patrie, comme ça. Il ne viendra pas venir, c'est pas. Et je lui dis, pourquoi, etc. Pourquoi tu dis ça? Et il me dit, tu sais, ils veulent qu'il reste une menace, en fait. Ils veulent créer cette explique-là, etc. Ils veulent créer cette menace. Alors il me dit, mais dis-leur cette question. Il leur dit, qu'est-ce que Narda devrait faire pour qu'elle ne soit plus une menace pour ce pays? Et est-ce que finalement, le jour où elle sera plus une menace, ça va vous arranger, en fait? Et je dis, ah oui, tu crois, et tout, etc. Et tout. Il me dit, s'il nous demande de dire que l'islam n'a rien à voir avec le politique, c'est une absurdité totale. Pour la simple et bonne raison que même, l'islam peut avoir avec les institutions, avec l'État, mais il peut avoir aussi avec les valeurs, par exemple, etc. S'il nous dit qu'il n'a rien à voir, c'est une absurdité totale. Ça, on ne le fera jamais. Mais finalement, moi je peux renverser, il me dit, je peux renverser la perspective. Qui me dit que Hamad, c'est pas un double discours? Qui me dit qu'il est véritablement démocrate et qu'en fait, il n'a pas renoncé à la dictature du prolétariat et que finalement, c'est pas un stalinien qui est là pour un avenir imposé et qui fait aussi la taqiyya, etc., en changeant son nom et qui nous menace, etc. Je dis oui, mais quand même, là, on va aller jusqu'où, etc., dans ces cas-là. Donc, quand on voit ces choses, c'est pour ça qu'il y a une nécessité, je ne dis pas le consensus contre le peuple dont on parlait là tout à l'heure, c'est ça, hein, c'est l'organicisme, l'idéologie organicisme, de l'unanisme national, l'unanisme, etc., qui sont le prélude à la démocratie militaire, comme dit l'autre. L'idée, c'est d'arriver à faire un vrai travail, franchement, un vrai travail au niveau symbolique, déjà. Alors, on avait prévu, à un moment, ça avait prévu de se faire avec la justice transitionnelle, etc. Mais c'est des reportages sur l'histoire, c'est des choses comme ça. C'est expliquer qu'est-ce que c'est que les Narda, par exemple, eux-mêmes, voilà, je sais pas, là, il y a des trucs qui disent, ben oui, non, il faut qu'ils acceptent aussi la violence qu'ils ont faite, c'est vrai. Ils ont fait des conneries, ils ont infiltré des trucs, il faut le dire. Ils ont voulu prendre le pouvoir à un moment donné, ils avaient un plan B qui était violent. Il faut que les gens arrivent à faire cette mise en scène, même si c'est un peu, entre guillemets, cul la praline, vous voyez, ça fait un peu cateau, genre Afrique du Sud, etc. C'est un truc quand même important, quoi. Je veux dire, vraiment, ne serait-ce qu'au niveau symbolique pour dépasser ça. Parce que, qu'est-ce qui se passe maintenant? Les plus intéressés à faire ça, et ça, de vos amis, nos amis qui sont maintenant proches du pouvoir, etc., peuvent nous le dire, c'est qu'en fait, c'est les RCDistes, c'est-à-dire ceux qui se considèrent comme des destouriens. J'ai fini bientôt, si je conclue. C'est intéressant. C'est-à-dire, il y a. Voilà, ça, c'est un truc qui se passe maintenant. C'est-à-dire, c'est super, exactement. J'ai discuté, à chaque fois que je discute avec des gens de l'IDEP, plus la personne est RCDiste, et plus elle est pour la réconciliation avec Narda. C'est quasiment. C'est incroyable. C'est incroyable. Non, mais moi ça m'avait choqué au début. Au début, je me suis dit comment ça se fait, et tout, etc. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Et les personnes qui sont de gauche, donc, qui se disent de gauche, qui sont de gauche dans l'idée ou autour de l'idée, voient ça comme la construction d'un projet islamo-destourien, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Parce que finalement, la boucle est bouclée dans ce sens. Quand on regarde ce qui s'est passé à partir de 2005,
le régime a commencé à s'ouvrir. Il y a des négociations qui ont été menées avec Sakhr Badri, Mohamed Ghaliani, etc., pour commencer à intégrer, disons, les islamistes tunisiens Narda, pour indirectement, et c'est un projet finalement qui s'est retrouvé après la révolution, pour les utiliser indirectement pour couper l'herbe sous les pieds des salafistes, etc., et pour qu'ils jouent ce jeu-là. C'est là où on a vu, ils ont commencé à sortir tous de prison, Hamad Jbeli a parlé de réconciliation nationale, et le congrès de 2008 a failli être fait de manière légale. Hallucinant, un sous, quoi. Ils ont hésité à le faire de manière légale. Les gens ont retrouvé leur travail, etc. Et finalement, la révolution, la crise de reproduction de l'ordre social comment dirais-je, à empêcher ça de se faire. Mais en fin de compte, c'est quelque chose qui commence à revenir et parfois c'est les mêmes personnes qu'on retrouve là-dedans. Alors je vais vous dire, je vais vous citer l'ancien secrétaire général du RCD, ce qu'il me dit par rapport à cette réconciiliation. Non, enfin si. Non, c'est pas lui, c'est son frère en fait. J'ai eu une confidentialité des sources, donc c'est son frère, j'ai compris. Voilà. Alors, bon, en gros, voilà, il faut, voilà, c'est ça. L'autoritarisme, alors ça c'est magnifique, sur l'autoritarisme, je lui posais la question, à un moment donné j'étais en profité, je vois quand même le secrétaire général d'un parti, quand même post-guerre froide, etc. Enfin c'est quand même incroyable, quoi, avec une esthétique particulière, l'autoritarisme en plus violent, etc. Et il me dit, je lui dis, est-ce que l'autoritarisme c'est quelque chose que vous aviez choisi, ou est-ce que c'était plutôt parce que vous ne saviez pas faire autrement, en gros? Ce qu'on dit, hein, je fais référence à, vous savez, Migdal, État autoritaire, État faible, les sociétés faibles, etc. C'est parce qu'ils ne savent pas faire autrement, il y a un déficit de légitimité, il n'y a pas une sécurité, et donc ils montrent des dents partout en montrant qu'on sort un peu n'importe quoi. Il me dit non, c'était un choix politique. Et comment ça, un choix politique? Il me dit, il est lié au fait de sauvegarder la sûreté de l'État. Parce que l'État est le seul moyen d'unité et de cohésion de la société. Il fallait un État fort qui connaissait tout ce qui se passait dans la société et le parti était intégré à cette philosophie parce que malheureusement, depuis le mouvement national, nous n'avons pas réussi à créer un citoyen conscient de ses droits et surtout de ses devoirs. Donc on retrouve quelque chose qu'on retrouve dans le fascisme italien, qu'on retrouve dans le bolchevisme, etc., qui est en fait cette idée que c'est l'État qui est la seule chose qui est capable de faire le lien social. Donc, on voit ça, et on entend ensuite, il dit, mais nous, notre idéal, c'était effectivement la démocratie, en fait, mais la démocratie sans islamistes. Et ça, cette idée, elle doit dorénavant quitter notre espace intellectuel. Il faut maintenant un discours de réconciliation, que Narda s'ancre dans la tunisianité. Il faut récupérer l'image d'Abdelaziz Darbi, fondateur de l'Archéodestour. Il faut que Narda devienne un parti libéral, conservateur, moderniste. L'idée doit garder l'héritage destourien en toile de fond et s'affirmer social-démocrate pour qu'on en finisse avec ce malaise identitaire religieux qui crée une guerre artificielle entre religieux et non religieux. Et les destouriens, de leur côté, doivent assumer leur bagage religieux. Donc, on a effectivement quelque chose qui est en train de se faire et qui ressemble à ça. Par contre, ce qui se produit, c'est qu'on a plus qu'un consensus, on a une cohabitation forcée qui me semble coûteuse en termes de gouvernance. C'est-à-dire qui coûte beaucoup. Le fait que ça soit mis en sommeil, entre guillemets, ou que les tentatives de négociation à tous les niveaux, etc., ça coûte beaucoup. Ça crée une neutralisation disons, des politiques qui pourraient impulser quelque chose, et ça fait que c'est les administrations qui commencent de leur côté un peu à s'autonomiser et à faire n'importe quoi en défendant leurs intérêts de corps, et puis effectivement plus de partis politiques comme à l'époque RCD qui venaient gérer toutes ces histoires de corps en plein milieu, en plus de l'UGTT effectivement, qui était dépassé parfois, mais le parti était là. Donc on a un gros problème qui se passe par rapport à ça. On a un État qui a une vision qui est en train de... Tout le monde pense qu'il est en train de s'affaiblir par rapport à cette autonomisation des corps. Et en même temps, à chaque fois que la problématique sécuritaire revient, à chaque fois qu'il y a un attentat, c'est toujours la même chose. On a cette idée de cohabitation qui vacille. Ça vacille. Quand il y a eu l'attentat du Bardo, ça a un peu vacillé. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout de suite arrivé des gens qui ont dit voilà, c'est à cause de vous. Bon, le discours classique, il y a deux discours qui s'opposent et ils sont prêts. Narda avait le sien aussi. Le discours, donc, consiste à dire
Voilà, c'est à cause de vous, Narda, ce qui s'est passé là-bas. C'est vous qui avez été laxiste, c'est vous qui avez infiltré l'administration, c'est vous, c'est Walid Benaim, ils sont frères, ils ne copains avec les djihadistes, c'est vous qui avez fait ça, vous avez fait Ben Hajj, etc. C'est à cause de vous. Et puis on est sur un bateau, en gros, avec de l'eau. Nous, la police et l'armée essaient d'enlever de l'eau avec un seau, mais il y a toujours des trous. Et en fait, tant qu'on n'aura pas bouché les trous, c'est-à-dire on finit avec vous, le bateau continuera à couler, il y aura toujours de l'eau qui viendra dedans. Et on avait ce discours-là qui consiste à dire que c'était de leur faute et tout, etc. Et Narda, de leur côté, avait prévu leur discours à eux, qui consiste à dire, mais écoutez, non, c'est faux, c'est des manipulations. C'est des faux attentats, c'est des trucs qui sont faits par le ministère de l'Intérieur, par certaines zones d'ombre des gens au sein du ministère de l'Intérieur, par les Émirats Arabes Unis, c'est le plan B des Émirats Arabes Unis pour créer un coup d'État en fait en Tunisie à l'égyptienne, etc. Et ça c'était prêt. Et ce qu'on a assisté, c'est que les gars de Narda ont mis le paquet, ils ont envoyé tous les nerveux, genre Maki, etc., direct à la télé pour empêcher ce discours-là. Et finalement, on a vu que les gens qui pensaient que c'était à cause de Narda ne l'ont pas dit. Ne l'ont pas dit, c'est-à-dire ne l'ont pas dit, et même les gens qui voulaient, qui avaient envie de le dire, ne l'ont pas dit, et Narda se sont réfrénés, eux aussi, de le dire publiquement que c'était le ministère de l'Intérieur, etc., que c'était l'État profond, alors qu'ils le pensent tous, et qu'ils sont persuadés que c'est les Émirats, que c'est un faux attentat, etc. Et ça, c'était un signe, à mon sens, qui a un début, quelque chose qui commence à se faire. Pourquoi? Parce qu'on a Midetounes, qu'est-ce qu'a fait Midetounes et Beji, c'est intéressant, je trouve, c'est que beaucoup de gens qui sont, entre guillemets, qui ont tendance à être anti-islamistes chevronnés, mais un peu quand même anti-islamistes, se retrouvent en fait paradoxalement isolés par rapport à leur position de responsabilité, c'est-à-dire qu'ils sont ou au palais ou dans au gouvernement, et qu'en fait ils sont obligés de devenir pragmatiques par ce fait-là, ce qui les neutralise dans un sens. Et évidemment, on se retrouve, et c'est celui qui n'est pas dans cette position-là, qui maintient son côté anti-islamiste. Le jour où il y accède, en fait, finalement, il commence lui aussi à raisonner en termes pragmatiques de cette manière-là, jusqu'à ce qu'il soit évincé, qu'il puisse pas se reconvertir. Et là, il va devenir anti-islamiste. Mais ça, c'est une autre chose. Le problème, et je finis là, s'il y a un autre attentat, s'il y a encore des autres attentats, etc., ça continue, on ne sait pas, les forces centrifuges, ces forces-là qui pour l'instant étaient mises de côté, peuvent revenir. Et là, c'est très grave. C'est-à-dire que si, à mon sens, on revient vers une polarisation qu'on a vue genre en 2013, imaginez s'il y avait eu le Bardo en 2013, en juillet 2013, s'il y avait eu cet attentat-là, ou juste avant les élections, au moment du deuxième tour de présidentielle, ça aurait été quelque chose de catastrophique. Donc, à mon avis, plus ça va continuer, et si la polarisation revient, et qu'on se retrouve en fait des deux côtés avec tout ce qui se passe, ça peut être vraiment alors là, catastrophique. Par contre, maintenant, l'enjeu, et ça, il faut en avoir conscience, c'est en termes de prospective. Parce que j'essaie d'adopter une attitude un peu prospective. Je sens, et on en reparlera peut-être, un début de militarisation de la société. C'est-à-dire qu'à mon sens, dans 2 ans à peu près, on va avoir une armée qui va être appelée à boucher les trous en termes de gouvernance, qui ne va pas prendre le pouvoir, mais qui va boucher les trous, qui va venir de plus en plus. Et le choix à ce moment-là, ça va se faire comment? Ça va être, est-ce qu'on va faire, entre guillemets, cette démocratie militaire, disons, ces militaires, etc., qui seront dessous, avec Narda et les autres, ou contre Narda? Si ça se fait contre Narda, c'est trop coûteux, parce qu'on risque de rentrer dans une grande guerre. Ça doit se faire avec Narda. Mais le problème, c'est qu'au moment, le signal qui va peut-être donner ce rôle plus important à l'armée, il va venir d'où? Et d'où il va venir? Est-ce qu'il va venir à cause d'une question de polarisation régionale, donc la question libyenne, par exemple, qui va faire ressusciter la polarisation en interne en Tunisie? Est-ce que ça va venir par la mort de quelqu'un? Imaginez, je ne sais pas, Ranouchi, Beji, Mohamed Nasser et Bouteflika meurent le même jour, par exemple. Vous imaginez? Non, je vous le dis de cette manière-là. Pour vous dire qu'il y a une crise, il y a quelque chose qui n'est pas prévu de l'autre côté. C'est-à-dire on a Moulou qui se retrouve tout d'un coup à l'ANC, on a Ranouchi qui tient plus ses troupes, on a Béché, etc. Imaginez qu'est-ce que ça peut faire. Imaginez la position algérienne, qui en ce moment c'est l'Algérie, qui joue le jeu, qui est là pour maintenir disons, cette idée de consensus, parce qu'il a une fonction. Il a la fonction pour aider le dialogue en Libye. C'est ça qu'il faut comprendre. Et l'Algérie se pose au milieu contre les Égyptiens et les Émirats qui veulent trop arriver de ce côté de la frontière, et ils jouent ce jeu. Mais s'il y a un changement de position algérienne, si les Algériens changent de position, si en même temps il y a ça, si en même temps il y a ça, et si en même temps l'argument anti-islamiste ressurgit de la même manière qu'il surgissait à l'époque, en plus en rajoutant le terrorisme. Vous êtes des violences, vous les complices du terrorisme, à mon avis, on va se retrouver dans un nouveau clivage qui ne sera pas séculier et islamiste, mais qui seront Daesh et non Daesh.
Voilà. Ça, c'est le provoqué. C'est le contrat.